party made many references to several countries. There were only 3 European countries, Germany and France, with negative connotations, and only Bosnia-Herzegovina, and because it's a Muslim majority country. Again, and there were several foreign visitors at the Congress. There was, apart from Mr. Schröder, there was no German, and there was a question whether Mr. Schröder was representing his country or his company, and it was probably the second. And therefore, as we are waiting for Europe to overcome these crises, first of all, Turkey is moving away. And of course, the European Union is by its nature a magnet for Turkey, but even a magnet becomes ineffective once the metal piece moves away far enough. And I'm afraid that's what's happening in Turkey. If this process goes on for long enough, there will be a new generation of elites in Turkey who will not feel compelled to join the EU anymore. And then it will be too difficult. When the EU is at final ready, Turkey might unfortunately not be interested. Second, as the European Union is trying to overcome their crisis, the world doesn't wait. You know, the Middle East is going through historical change. It's an opportunity for both the European Union and Turkey to help shaping the Middle East in a positive way. And probably we all would agree that Turkey and the EU could be more effective in the Middle East and North Africa region if they work together. But because of the crisis in the accession process, they cannot work together, and we are also missing that opportunity. Well, we had the positive agenda between Turkey and the EU, and right now the only thing that's really moving on in the positive agenda is visa facilitation, and even that I would use very cautiously, not to be proven wrong in probably a couple of months. And therefore, I mean, postponing Turkey's membership is not just postponing Turkey's membership. It might be just destroying the idea altogether. And one final reason why the EU is not ready, is not really a valid argument, is because even if everything ran smoothly, Turkey's membership is not an imminent threat. Even if everything went on very well, it would take at least a decade, and let's hope that the EU would be ready by this decade. So why postpone the process altogether? The two processes could continue together, and by the time the European Union is ready internally, then Turkey could also be ready. Thank you very much. Thank you for your contribution. I think what the German funds found is more or less in line with what Mr. Yilmaz said earlier, so you are more or less in line. There is a next question, please. I'm Hassan Trent, academic fellow at the University of Oxford. Just for your record, because you mentioned about media freedom in Turkey, Turkey has now more journalists in prison than China and Iran, just for your records. My question to you... I think you are too far from the mic. Maybe okay. You can come closer and speak closer. Just for your record, yes. Turkey has more journalists in prison than China, so yes. That's for your records. And my question is to Professor Yilmaz. Maybe we're shying away to talk about it, is the rising tide of conservatism in Turkey. Your research showed conservatism has become a more mainstream in Turkey. Demand for change in social and political life non-existent now in Turkey. In addition to your research, recently, World Values Survey did good work with Yilmaz Esmer, Bahçeşehir University, which found Turkish society is the most religious of Europe. In 1990, people who defined themselves as religious was 75%, 1996, 78%, 2001, 80%, 2012, 85%, which is the highest in Europe. Ali Çarkoğlu, Ersin Kalaycıoğlu also did the same research on conservatism in Turkey. Italian University Bocconi also worked on the decline of women participation in workforce is dramatically increasing. So when you put all this together, there is your research previously on European perception of Turkey was also cultural. So what is the contribution of religious conservatism in Turkey in the perception of European Union? Thank you. It's a question to you, I think.
I'm so sorry. I would like to very briefly touch upon two questions. The first one coming from Özgür Ünlühisarcıklı, that history will not wait for Europe to make his mind. That reminded me of a very famous, almost proverbial statement by Karl Marx. He says that human beings make their own history, but they make them in circumstances which they cannot choose. So European Union, I see in the EU-Turkey different perceptions the following matter. Turkey, as I use the metaphor of a teenage girl or boy, rising up, gaining more self-confidence, whereas Europe looks like the father who thinks that the boy is still 3 years old. So, and not ready to give him freedom or money, or not taking him seriously, but when the boy will come 17 or 18, he will fall in love with somebody else. That is for sure. So therefore, it is time, you know, to be more serious about that. You know, this type of attitude, which you know, not showing enough attention, etc., will not do any good to neither Europe nor to Turkey, because before our eyes we are losing a whole generation of pro-European Turks. They are fading away, waning away, losing their enthusiasm, their love, their interest in what Europe represents. That is a fact, and we have observed that in the various surveys that we have conducted. So we are going to see the consequences of that 5 to 10 years from now in different foreign policies, in different attitudes. Today it's a transition point, but 10 years from now it's going to be a different country. A different boy will knock on the door, 23 years old, with you know, with different loyalties and with different you know, tastes and preferences. But then again, this is life, and sometimes life has no solution. So perhaps I'm just talking, you know, with the other question, the conservatism and everything. It seems that I'm not going to answer directly your question, but it seems that in the Turkish society, conservative values are becoming mainstream, but they are also becoming more moderate. In other words, people are not necessarily more, let's say, adopting values that are othering other people in a more emphasized way. The problem in Turkey is that at the political society level and at the public level, there is a discrepancy. Politicians need polarization because they survive on this polarization. If there is no polarization, they go and create a polarization, because that's how politics operates. Whereas at the public level, if you are a shopkeeper and your neighbor is Alevi, you cannot afford polarization, because you're seeing the guy every day. You drink tea with him, you go and have a good time with him. So at the macro level, at the macro public political level, in Turkey there is too much polarization. At the micro level, there is a moderate one. And this discrepancy is the Turkish reality today. Thank you, Mr. Yilmaz. Peut-être une dernière question, Marc Pierini, qui est ancien ambassadeur de l'Union européenne à Ankara, et donc parfaitement connaisseur du dossier Union européenne-Turquie. Une question? Si. Jusqu'à présent, on a touché la question France-Turquie de façon un peu tangentielle, mais on n'est pas vraiment rentré dedans. On a vu nos amis turcs se réjouir qu'il y ait un nouveau président en France et qu'un irritant ait disparu. On a même entendu des quasi-regrets de 2 députés UMP. Tout ça, c'est très bien, mais ça ne fait pas une politique. Alors, dans l'article que je suis en train d'écrire, on voit bien qu'il y a 5-6 décisions à prendre à Paris avant que le président Hollande puisse faire une visite d'État réussie ici. Je voudrais demander à Elisabeth seulement 2 de ces choses-là, et du point de vue du Parlement français et de la majorité parlementaire. Objectivement, la question arménienne est fondamentale dans tout ça, dans le contexte français. Est-ce qu'il est possible, du point de vue de la majorité
en France, d'arriver à concevoir, de déconnecter les deux sujets, d'expliquer au public que la réconciliation entre les peuples, que la main tendue entre Mitterrand et Kohl, par exemple, ce sont des choses qui viennent de l'intérieur et pas par des lois imposées de l'extérieur. Ça, c'est la première condition, me semble-t-il. La deuxième chose, c'est qu'il faut que la France lève le blocage qui ne fait pas vraiment sens désormais des 4 chapitres. Mais évidemment, on voit bien qu'on a toute une série de gens qui sont en embuscade, les syndicats, l'extrême droite, etc. Est-ce qu'il est possible d'expliquer que la négociation d'adhésion, c'est une chose extraordinairement conditionnelle, parce qu'il y a un acquis, il y a des critères politiques, il y a 30 ratifications à la fin, et que donc ce n'est pas l'adhésion qu'on négocie aujourd'hui, c'est la modernisation de la société turque et de son appareil législatif. Est-ce que le contexte actuel, qui est plein d'autres préoccupations plus immédiates et peut-être plus fondamentales pour le public, permet d'expliquer ces deux choses-là? Je n'en fais pas partie et je ne peux certainement pas parler à la place du président de la République. Mais je peux dire, Marc, comment moi je sens les choses, et ce que je dis quand je suis en France et que je suis interrogée sur ces sujets. Premièrement, je pense que la question arménienne devrait être laissée aux historiens et pas faire l'objet de lois. Voilà. Ça, c'est mon opinion depuis toujours. Je l'ai dit à plusieurs reprises. De toute façon, la question de l'adhésion de la Turquie et la question du génocide en Arménie est déconnectée. Pourquoi? D'abord parce que le Conseil constitutionnel a très clairement dit qu'il n'était pas constitutionnel de faire voter des lois pénalisant des opinions, des appréciations comme ça sur des faits de l'histoire. Deuxièmement, parce qu'il me semble avoir compris que quand le président Hollande et le Premier ministre Erdogan se sont vus au mois de juin, ils ont convenu que c'était une question qu'il fallait dépasser. Troisièmement, parce que je n'ai jamais perçu de la part du gouvernement arménien, quand j'ai pu rencontrer tel ou tel de ses membres, de demande pressante sur le sujet. C'est un problème qui vient électoral en France, qui a d'ailleurs été traité, à mon avis, mal, de la même façon par les deux camps politiques. Donc, je pense que la période électorale, j'espère que la période électorale étant passée, on va passer à autre chose. Et je ne pense pas que ce soit ça qui fasse obstacle aux négociations d'adhésion. C'est plutôt le sentiment qu'en effet, dans la crise que nous vivons, il y a peut-être d'autres urgences que l'élargissement, etc., plus dans une partie de l'opinion publique, notamment à l'extrême droite, un préjugé tenace, préjugé plus que préjugé, une stigmatisation de l'islam avec des amalgames insupportables. Alors, je pense, moi, qu'il faut que la France puisse rouvrir des chapitres de négociation. Voilà. Dans les 5 qui sont bloqués aujourd'hui, par la France, parce qu'il y en a d'autres qui sont bloqués à cause de Chypre par l'Union européenne, d'autres qui sont bloqués par Chypre, bon, très bien. Mais dans ces 5 chapitres, je pense que nous devrions les rouvrir, je le dis d'ailleurs aux responsables que je rencontre, tout simplement en rappelant aussi que ce n'est pas parce qu'on ouvre un chapitre qu'on va le clore immédiatement. Il n'y en a qu'un qui a été fermé depuis, sur les 35 qui sont ouverts. Donc on n'a rien à perdre, à mon avis, à rouvrir les négociations, sauf à entretenir ce processus d'adhésion. J'en profite pour répondre à monsieur. C'est pas ce qu'on pense que l'adhésion ne peut pas être pour demain matin, ni même dans les 2 ou 3 ans qui viennent, que ça nous interdit de rediscuter sur des sujets très importants qui préfigureront cette adhésion. Enfin, je dirais pour terminer que je pense qu'on doit raisonner sûrement pas seulement en termes institutionnels, parce qu'on s'est souvent perdu dans l'institutionnel dans l'Union européenne, mais en termes de projets communs. Et là, nous voyons bien, d'ailleurs avec ce que nous avons discuté hier et aujourd'hui, la question de l'énergie est évidemment fondamentale, et puis la question des échanges de population. Quand le président de la République française propose un Erasmus euro-méditerranéen, ça doit évidemment inclure la population des jeunes Turcs. Et je pense que là aussi, il y aurait des initiatives, sans même attendre l'adhésion, que nous pourrions prendre ensemble, parce que ce sont des projets dont nous pouvons discuter avec des amis et des voisins qui ne sont pas encore membres de l'Union européenne ou qui n'ont pas vocation à y adhérer.
Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, en tout cas moi je le souhaite, c'est en ce sens que je parlerai, mon cher Marc. Merci Elisabeth. Je laisse peut-être Mario David m'a demandé encore une phrase, mais vraiment une phrase. Donc une phrase qui n'aura pas de virgule. Pour dire, non, pour dire, venant de deux familles politiques différentes, je partage tout ce qu'Elisabeth Guigou vient de dire. Et la question, est-ce que nous sommes prêts? Il faut que nous soyons prêts des deux côtés. Et if there's the will, there's the way. Et donc, il faut que ceci soit la base de notre raisonnement. Merci Mario. Je crois que c'est un peu le mot de la fin parce que les organisateurs, je commence à s'impatienter à ce que je vois. Nous avons largement dépassé l'horaire. Donc, je remercie les participants de cette table ronde et nous cédons la place au suivant. Allez, chers amis, je vois que nos rangs s'éclaircissent. Je sais qu'il y a des avions à prendre, donc nous allons essayer d'être très très brefs. La conclusion de 2 journées d'échanges et de débats aussi denses et aussi riches est évidemment un exercice un peu vain et j'en comprends toutes les limites. 2 ou 3 éléments de réflexion. La première, je crois que ce n'est pas dans nos habitudes de verser dans l'autosatisfaction, l'autocongratulation, mais on peut quand même mesurer le chemin parcouru en 4 ans d'existence de l'Institut du Bosphore, qui reste, de mon point de vue, probablement un lieu unique dans le domaine des relations franco-turques. Et je pense que ces 2 journées de débat sont là pour le prouver une nouvelle fois. Deuxième élément de réflexion, cela a été dit à plusieurs reprises, nous sommes très probablement à un moment charnière des relations entre la France et la Turquie. Contrairement à ce qui a été dit par un des intervenants hier, je ne pense pas pour ma part que depuis 40 ans, les relations entre la France et la Turquie sont exécrables. Je pense que les relations entre la France et la Turquie, c'est une histoire en dents de scie, avec des périodes de calme et de rapprochement réel et des périodes de crise. Et incontestablement, nous pouvons considérer, même si les choses évidemment ne sont jamais en noir et blanc, que la période 2007-2012 a été une période de turbulence, de dégradation incontestable des relations entre nos 2 pays et que pour ma part, je considère que c'est un terrible gâchis. Il ne me semble pas que la France, dans la situation où elle se trouve, avec ses avantages, ses inconvénients, ses contradictions et ses défis, soit dans une telle situation qu'elle puisse se permettre de négliger un partenaire aussi important que la Turquie. Comprenons, je crois, pour être réaliste, que des ressorts ont été cassés dans les relations franco-turques. Et je pense qu'il faudra un certain temps pour remonter ces ressorts. Mais nous avons cette fenêtre d'opportunité. Il y a un proverbe ou une maxime en France qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'amour, mais il n'y a que des preuves d'amour. Alors, je ne voudrais pas transposer cette maxime dans le domaine des relations internationales, mais si nous considérons qu'il y a incontestablement un changement de climat dans les relations entre les pays, il a été rappelé l'entrevue entre les 2 présidents de la République de France et de Turquie lors du sommet de l'OTAN à Chicago, avec la perspective d'ouvrir une nouvelle page. Je crois que c'est la bonne méthode. C'est se tourner vers l'avenir qui est important. Ce n'est pas de ressasser les difficultés que nous avons eues. Mais en même temps, les semaines passent. Le nouveau pouvoir en France est aux affaires, si je puis dire, depuis maintenant environ 6 mois. Et j'aimerais qu'il y ait une sorte d'accélération sur ce dossier pour qu'enfin des preuves très concrètes soient données. Elles ont été données et rappelées. Nous souhaitons tous, je le pense ici, que le président François Hollande puisse confirmer sa venue en Turquie. Et je souhaite pour ma part qu'il n'y reste pas que 2 ou 3 heures, qu'il fasse une véritable visite, même si ça donnera un peu de travail à monsieur l'ambassadeur, mais je crois qu'il s'en réjouirait. Deuxième aspect, ce sont, je n'y reviens pas, les 5 chapitres. C'est une décision qui peut se prendre en une journée, peut-être même moins.
C'est une question de volonté et d'affirmation. Ce serait véritablement la d'épreuve. Et puis on peut aussi imaginer d'autres dossiers que je n'ai pas le temps de les développer, mais je me souviens qu'il y a un an, presque jour pour jour, était venu Alain Juppé, l'ancien ministre des Affaires étrangères, dont on connaît les sentiments et les relations avec la Turquie, et avait été évoquée la question d'initiative commune entre la France et la Turquie sur le douloureux dossier syrien. Nous ne sommes plus aujourd'hui, un an plus tard, dans la même situation, malheureusement en Syrie, mais n'est-il pas temps peut-être d'aussi imaginer des initiatives communes sur ce dossier douloureux et qui est un point de fixation, un point de cristallisation des crises dans tout le Moyen-Orient. Jean-François Bayard évoquait hier, je pense avec une juste méthode, un certain nombre de domaines de coopération. Je ne les reprends pas, sécurité, défense, relations culturelles, etc. Mais je crois que c'est essentiel d'avoir cette méthode. Parce que si nous restons simplement en tête-à-tête, dans une sorte de jeu de miroir, où nous ressassons toujours les mêmes vieilles rancunes recuites, eh bien je crois que nous n'aboutirons pas. Bien sûr, il est nécessaire de parler du processus de négociation. Bien sûr, il est nécessaire de le relancer. Bien évidemment, il s'agit de réaffirmer constamment la perspective de l'adhésion, même si ce n'est jamais gagné à l'avance, mais c'est notre perspective, et le plus tôt sera le mieux de mon point de vue. Mais encore faut-il aussi être capable, c'est ce qu'expliquait à l'instant Elisabeth Guigou, de générer des projets communs. Parce que ce sont des projets communs, et pas seulement à deux, avec l'Union européenne, avec des pays tiers, qui nous permettront de sortir justement de ce jeu de miroir parfois douloureux. Évidemment, l'énergie, cela a été évoqué. Pour ma part, j'attache une importance primordiale au partenariat méditerranéen. Nous savons que l'UPM est morte. On peut le regretter, s'en féliciter, c'est un fait. Je pense que la méthode qui présidait à sa fondation était mauvaise. Nous sommes dans une autre séquence. Il y a depuis lors cette onde de choc formidable qui parcourt le monde arabe. Il est donc nécessaire de réactiver, d'inventer de nouvelles formes de relations méditerranéennes. De ce point de vue, évidemment, il est clair que la Turquie comme la France seraient des piliers, nous ne sommes pas les seuls, mais ce serait un formidable et magnifique terrain de coopération. Je pense donc, au vu de ces quelques réflexions extrêmement rapides, et vous me le pardonnerez, que l'Institut du Bosphore reste cet instrument probablement indispensable, et que finalement, parce que nous sommes dans cette nouvelle conjoncture, avec une fenêtre d'opportunité qui ne durera pas indéfiniment, parce que cela a été rappelé hier, il y a des échéances électorales, et que nous le savons malheureusement, et tout particulièrement en France, les échéances électorales sont le moment où un certain nombre de forces politiques instrumentalisent le dossier turc pour des raisons qui n'ont aucun rapport avec la Turquie, mais pour de basses raisons de politique intérieure qui ne sont pas très dignes au vu des enjeux. Il est donc nécessaire, à mon avis, et je terminerai là-dessus, que l'Institut du Bosphore puisse démultiplier sa capacité d'initiative. La journée, ce séminaire annuel qui est désormais pérennisé fait toutes ses preuves. C'est bien, c'est nécessaire, ce n'est pas suffisant. Nous avons institué il y a quelques mois un cycle de petits déjeuners avec la création le cercle du Bosphore, si mes souvenirs sont bons, je me perds dans les sigles. Essayons de les multiplier. Et pour ma part, je pense aussi qu'il est nécessaire que nous produisions plus d'écrits, plus de réflexions pour alimenter la réflexion, pour alimenter le débat, car il n'y a rien de pire que de s'ignorer, que de ne pas aborder ces questions d'intérêt commun sur lesquelles nous pouvons avoir des désaccords, mais qui sont absolument nécessaires. Et ces projets seront aussi le moyen de concrètement faire voir que nous avons plus d'intérêt que d'inconvénients à ouvrir, à concrétiser le plus tôt possible cette perspective d'intégration de la Turquie dans l'Union européenne. Donc en un mot, félicitons-nous de la qualité de ces 2 jours, mais ce n'est qu'une étape, une petite étape, et qu'il y a encore de nombreuses marches à gravir dans les mois et dans les années à venir. Je vous en remercie. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de ce 4e séminaire. Le 9 novembre est une date emblématique. C'est la date de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. C'est la date emblématique de l'anniversaire de la mort du général de Gaulle. Et peut-être est-ce en référence à la première ambassade turque auprès du roi de France en 1484, venue s'enquérir des conditions de détention du sultan Cem, le moment où nous allons nous enquérir des conditions de libération de 5 chapitres.
Pour ma part, un peu comme on fait des non-papers dans les conférences un peu douloureuses, je voudrais faire des non-conclusions. Pendant 2 jours, le risque que nous avions à traiter était celui des faux semblants ou des avancées, du débat sur l'élargissement ou sur l'approfondissement, de la question pour l'Europe de savoir comment vivre avec des émergents quand on commençait à faire partir soi-même des immergés, pour la Turquie, de régler un certain nombre de soucis qui dépassent largement sa politique intérieure, l'Arménie, Chypre, le problème kurde. Pour la France, l'Europe et la Turquie, de savoir où sont les limites de nos frontières, comme l'a si bien rappelé Elisabeth Guigou, car si l'Europe est un concept, c'est aussi une géographie. Et comme chacun sait, la géographie, Lacoste l'écrivait il y a déjà quelques années, c'est quand même essentiellement l'art de faire la guerre. Et nous avons une guerre à traiter, une guerre en Syrie, civile, religieuse, ethnique, tribale, qui déborde sur des territoires dont nous considérons que nous avons une responsabilité particulière, le Liban. Nous avons aussi un souci, le même souci que nous avions eu à traiter avec la reconnaissance de la Chine communiste et l'apparition du communisme de marché qui a tant facilité notre appréhension d'une relation équilibrée, nonobstant d'autres sujets plus douloureux. Peut-être faudra-t-il traiter aujourd'hui de la création d'un islam de marché qui pourrait permettre d'avancer sur un certain nombre de secteurs sans toutefois s'arrêter en cours de route sur d'autres. Le vrai problème, c'est que la compétition entre les vieux empires, je pense à l'Empire ottoman, mais nous pourrions aussi penser à l'Empire perse, car ce que nous croyons aujourd'hui être la réalité d'obstacles insurmontables pourrait se transformer en visite demain du président Nixon en Chine, comme il pourrait y avoir un jour une visite d'un président américain à Téhéran, qui nous laisserait dubitatifs en train de nous raccrocher à nos vieilles lubies de solidarité atlantique, alors même que le monde diplomatique bouge beaucoup plus vite qu'on ne pourrait le croire. Probablement le monde bouge-t-il plus vite aussi sur la question turque. Notre vrai problème, c'est que nous avons transformé un débat diplomatique d'élargissement extérieur en affaire politique intérieure. Nous, les Européens, les Français en particulier, mais aussi les Turcs. Et la question porte bien au-delà de 5 chapitres, 8, 12, 35 ou un seul fermé, sur la problématique essentielle de en quoi cette négociation peut-elle aider la Turquie à se démocratiser en même temps que son économie progresse, et en quoi la question peut-elle éviter de diviser les Français comme si demain une invasion turque devait déferler sur la France au nom d'une problématique particulière qui n'a rien à voir avec la Turquie ou l'extension de l'Europe au-delà de ses frontières naturelles, mais qui porte sur la manière dont nous devons traiter nos minorités musulmanes en tant que telles, ce qui, dans un pays aussi laïque que la Turquie et parfois aussi rugueusement laïque que la Turquie a pu l'être, est un souci. Les États-Unis, on le dit souvent, exportent leurs affaires intérieures en guise de politique extérieure. L'Europe, et la France en particulier, donnent l'impression de se contenter d'ajuster leur politique intérieure en important les problématiques extérieures. Il faudrait peut-être effectivement s'en passer. Nous avons un ancien ministre français qui expliquait que les promesses, avec un accent particulier que je ne peux pas reproduire ici, n'engagent que ceux qui y croient. Je pense que les promesses non tenues n'engagent plus personne. Et qu'en la matière, l'idée que la promesse qui avait été faite à un moment donné de l'histoire d'une intégration politique dans l'Europe politique, telle qu'elle avait pu être pensée au moment de sa construction de la Turquie comme si de rien n'était, ne peut plus fonctionner et qu'il va bien falloir s'arrêter de faire semblant de croire que le débat sur les chapitres doit se terminer à la fin, un aboutissement, un jour peut-être, par une grande Europe avec une Turquie pesant politiquement fortement à l'intérieur. Oui, probablement doit-il y avoir des rythmes, des espaces et des constructions qui permettent à la Turquie économique, à la Turquie sociale et peut-être à la Turquie politique d'avoir sa place, mais peut-être pas la même, peut-être pas toujours et peut-être pas de la même manière. Il y a de l'espace plus facile probablement dans l'eurozone qu'il n'y en a dans l'Union européenne.